L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles et bienvenue dans One Piece Podcast. Donc cette semaine, comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis cette fois accompagné du Baron Samedi. Bzz à toi. Bis à toi, Neil. Alors, comment tu vas ? Ça va plutôt bien, Je suis content d'être là. Alors, on va... Ah ben, moi je suis content de t'accueillir du coup. Et on va parler d'un chapitre où il s'est passé pas mal de trucs, même si on dirait pas comme ça quand on le voit rapidement. Mais il y a pas mal de choses qui ont été cachées dans ce petit chapitre et je trouve que ça va être assez intéressant. Alors, est-ce que tu veux démarrer sur quelque chose qui t'a marqué ? Qu'est-ce qui m'a marqué dans ce chapitre ? Comme je te l'ai dit, j'ai été un peu déçu par ce chapitre. Ouais, par rapport à Ace, c'est ça ? Ouais, pas que par rapport à Ace, mais c'est plutôt un problème avec l'arc dans lequel on est, où je pense qu'il y a un peu... Oda choisit un peu la facilité dans beaucoup de situations. Et je trouve qu'il va avoir du mal à se dépêtrer de tous ces problèmes dans lesquels il s'est mis actuellement. Notamment sur les problèmes, sur le cas d'Orochi, de Kaido et maintenant de Yamato. Et je trouve qu'il va avoir du mal à expliquer certaines choses, et le fait d'avoir ressorti Ace, pour moi, ça a été un peu une facilité scénaristique. Mais bon, on en reviendra sur ce sujet, mais pour le sujet de Ace, on y reviendra dessus. D'accord, ouais, on va en parler un peu tout à l'heure. Moi, il y a pas mal de petits détails. En fait, j'ai trop tendance à m'accrocher aux détails, mais là, on en a parlé pas mal pendant le week-end de tournage que j'ai fait. Parce que j'étais avec Switchy Cosplay, avec qui j'ai déjà fait une vidéo, avec Lion Pico, avec qui j'ai déjà fait aussi une vidéo, et avec Drake, qu'on verra bientôt sur la chaîne. Et les trois suivent les scans, tu vois, et on en parlait pendant 3 jours. Pendant 3 jours, on a parlé que de ça. Et en fait, voilà, il y a plein de tout petits détails. Je te parlais tout à l'heure, avant que ça coupe, des cornes de comment elle s'appelle, de Yamato. Elle lève son masque de Anya et elle garde ses cornes. Et moi, j'ai directement pensé à Hannibal, parce que Hannibal a un thème très égyptien, en mode torse nu, etc., avec son chapeau, tout ça. Mais au final, quand on regarde son visage, c'est clairement le visage d'un Anya. Donc un Anya qui est une espèce de Oni, c'est pas vraiment un Oni, hein, ça y ressemble, mais c'est donc du coup un yokai, donc un démon japonais, on va dire, du folklore jap en tout cas. Pour ceux qui ont connu Naruto, c'est Shinigami. Shinigami dans Naruto, c'est clairement un Anya. Et voilà, moi je pensais que, jusqu'à présent, je me disais que Kaido était un ancien géant. Le problème, c'est que il n'a pas la mâchoire des anciens géants qu'on voit les 3 fois où on en voit, hein, parce que là, pendant la bataille d'arrivée sur Onigashima, Luffy en a affronté un rapidement. Donc on voit qu'ils ont quand même cette caractéristique de la mâchoire avec les 2 dents qui remontent. Là, moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment que, Yamato, Yama Waifu d'ailleurs, hein, garde ses cornes. Garde ses cornes qu'elle a hérité de son père. Et donc voilà, moi, il y avait un lien très facile pour moi à se faire à ce niveau-là. Je pense que la race des Anya va être montrée. En fait, tout simplement, les yokai petit à petit vont être montrés les uns après les autres, quoi. Il y en a de plus en plus. Quand tu remarques assez, il pourrait y avoir aussi un lien avec le personnage de Moria, qui est un peu ses caractéristiques. C'est parfaitement vrai, les cornes et tout, j'avais... Ouais, Moria aussi, en plus Moria a la tête du Anya aussi, quoi. Il a vraiment la tête du Anya, et ça serait ce serait une bonne symbolique qui, justement, Moria ait affronté Kaido, et que les deux soient à peu près de la même race, et que l'un soit fait défoncer par l'autre, en fait. Et ouais, quand tu regardes un totalement. D'ailleurs, quand tu regardes un peu les numbers aussi, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une race qui est vraiment de plus en plus teasée dans le manga actuellement. Alors après, je sais pas si c'est pas juste un casque à cornes, parce qu'on voit que des ombres. Je sais pas pourquoi il nous fait ça, il nous montre que des ombres pour l'instant, mais ouais, ça serait intéressant de voir s'il y en a encore un. Et en fait, il y a un truc aussi, c'est qu'ils ont un thème très reptilien. Gecko Moria,
Kaido a un dragon. Je me demande ce que ça va être du coup pour elle, là, pour Yamato, mais c'est vrai qu'il y a le côté reptile qui revient souvent quand même. Pareil pour Hannibal, il a la langue de serpent. Ouais. Bah tu sais, déjà pour Yamato, déjà il faudrait on ait son véritable prénom. Parce qu'il y a encore la question du prénom. Je me demande si c'est pas Yamato du coup. Comme dans la légende, tu vois, je me demande si c'est pas vraiment Yamato qui va du coup affronter Yamata no Orochi en se faisant passer pour le sexe qu'il n'est pas, quoi. Ah, ce serait pas mal ça. Bah tu sais, moi je me suis demandé si c'était son véritable prénom parce que je sais que beaucoup de gens l'imaginent comme futur Nakama de l'équipage de Luffy. Et, moi y compris. J'ai vu ça aussi dans ta précédente vidéo. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est pas dans comment dire, dans la façon de faire d'Oda d'utiliser un personnage qui a 3 syllabes dans son prénom. Tu remarqueras dans les personnages que Oda apprécie dans l'œuvre, ils ont toujours 2 syllabes dans leur prénom. Et dans l'équipage de Luffy, c'est toujours 2 syllabes aussi. Et du coup, je me suis dit, peut-être que c'est pas son véritable prénom, si elle va pouvoir servir à son équipage, à Luffy. Ah, toi tu penses qu'il y a un prénom caché Je pense en qu'il y a un fait, prénom elle se caché. fait appeler Oden, tu vois. Ouais. Pour elle, il faut que les gens l'appellent Oden. Donc là aussi, il y a 2 syllabes. Là, ce serait pas mal. Bah là, ça irait bien. Ouais, franchement. Puis en plus, elle a ce côté background de Oden en mode. Je pense qu'elle s'est totalement inspirée de lui, même dans son caractère. C'est-à-dire que, tu vois, Oden voulait aller sur les mers, et même si Barbe Blanche voulait pas, il lui a dit gros, tu vas me mener sur les mers, tu vois. Je pense que Yamato va être un peu comme ça, quoi. Bah, j'aimerais beaucoup qu'elle ait pris ce côté-là d'Oden, mais j'aimerais surtout moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'elle ait pris énormément de Kaido, mais tu sais, que les bons côtés de Kaido. Et que du coup, c'est une véritable confrontation entre les deux, tu vois, et l'on se dise peut-être qu'elle va réussir à rassembler un peu le bon côté d'Oden et le bon côté de Kaido, et que du coup, ce sera un personnage qui sera beaucoup plus intéressant. Bah, si elle rentre dans l'équipage, j'aimerais qu'elle ait un mauvais côté de Kaido, j'aimerais qu'elle ait l'alcool mauvais. L'alcool mauvais, ouais. Tu vois. Ouais. Ça serait donnerait pas mal, des sketchs intéressants entre Zoro et elle, quoi. Ça, ce serait kiffant. Moi, j'adorerais. Mais du coup, ouais, je me suis dit... Bon, on y reviendra à la fin, mais il y a pas mal de choses qui... Bah du coup, je me suis dit, ouais, peut-être qu'elle avait un autre prénom caché et un prénom en 2 syllabes. Parce que quand tu vois Nami, Zoro, Sanji, tu vois, même dans l'équipage de Roger, c'est pareil, t'as Rayleigh, t'as Scooper, t'as Oden, tu vois, c'est tout... Oda, elle a toujours cette référence de faire toujours 2 syllabes. Mais chez Roger, il y en a qui avaient beaucoup plus de syllabes. Hein. Ceux qu'on voit pendant le flashback, oui, mais après, c'est pas les... été donnés. C'est ceux qu'on a vus dans les vivres cards, etc. Mais quand tu regardes les personnages qu'il apprécie réellement dans l'équipage de Roger, ils ont toujours 2 syllabes aussi. C'est vrai. Il y a pas mal de trucs aussi là qui ont été cachés dans ce chapitre. On voit Sheephead qui est en train de picoler avec Jinbei. Genre, la dernière fois qu'on l'a vu, il était suspendu par les jambes à cause de Jack. Et là, il picole avec Jinbei. Moi, je vois bien un sketch où il se prend un one-shot de la part du boss, quoi. De Jinbei ? Que Sheephead lui se prenne un KO de la part de Jinbei, quoi, en un seul coup. Bah, ce serait vachement possible. Mais là que Puis il est trop... Je sais pas, il est un peu bizarre ce perso. Il a mangé un smile, mais en même temps, il a pas une force de malade non plus, parce que Brook ou Sanji arrivent à s'en débarrasser très très facilement. Donc moi, j'aimerais bien le voir en mode victime de l'arc, tu vois. Moi, je pense que franchement, au niveau de... J'ai vachement l'impression que l'équipage de Kaido, à ce niveau-là, ce sera vraiment un pétard mouillé à ce niveau. Tu vois, je pense vraiment que c'est son... Au niveau des 500 que Zoro est censé pouvoir balayer. Ah quoi. oui, ce serait pas mal. Ah oui, eux, je pense que c'est un pétard mouillé. Enfin, pas un pétard mouillé, mais un moyen de renforcer la réputation de Zoro très facilement, tu vois. Parce que, en fait, après, c'est une question de se visualiser, de visualiser le contexte. C'est-à-dire que là, on est dans le nouveau monde. Ces mecs-là, rien que dans le paradis, c'est déjà des monstres, en fait. C'est vrai. Mais là, c'est juste des légendes qui se battent entre eux, tu vois, mais ils ont pas le niveau. C'est juste ça qu'il faut se dire. Après,
Et je sais pas. Même au niveau des Tobiropo, tu vois, je me dis pas, genre c'est un peu tarmouillé dans le sens où je suis déçu, mais je me dis, il y a un truc qui est bizarre avec les Tobiropo, tu vois, il y a un truc qui, genre, tu te dis, ce seront pas des adversaires, t'as pas l'impression que ce seront des adversaires réellement. Eh ben, on va y revenir justement sur les Tobiropo, mais on va y venir maintenant et après je parlerai de l'autre truc. Ils me font penser aux Zoan éveillés d'Impel Down et au biofeedback. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais sur Impel Down, Minotaurus se fait éclater, mais vraiment mettre KO d'une façon incroyable. Et justement, comme on dit que c'est des Zoan éveillés, Crocodile reprécise que c'est des Zoan éveillés et il revient en mode comme s'il n'avait rien eu. Et il continue à se battre. Ouais. Et j'avais fait donc une vidéo où je disais que il y a deux manières d'éveiller un Zoan. Soit tu te rapproches du côté animal, et donc tu peux communiquer avec les animaux, comme un peu le fait, comment il s'appelle, Karasu. Enfin, tu vois, soit tu as ce côté-là, soit tu te rapproches du côté humain, et là tu vas vers quelque chose qui est plus proche du biofeedback qu'on voit, c'est Non, c'est pas Fukuro, Komadori qui utilise ce truc-là. Et là, on a clairement les deux, donc Ulti et son PP, qui se font défoncer et qui reviennent clairement en mode oui, on a pris vraiment cher, parce qu'ils le disent, hein. J'ai l'impression que ma mâchoire va se décrocher, etc. etc. Mais on est prêt quand même pour retourner à l'assaut. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. Et en plus, on parle de l'endurance des Zoan préhistoriques à ce moment-là. Bah, j'ai l'impression que quand tu tends vers la bête, tu deviens genre incontrôlable et hyper puissant. Et que lorsque tu es genre en forme parfaite hybride, tu sais, hein, la forme un peu comme celle de Luigi face à Luffy. Ouais. Celle-là, tu vois, c'est la forme parfaite du Zoan. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup cette forme-là chez Kaido. Et c'est à peu près la forme qu'aurait plutôt Page One un peu. Tu vois, j'ai l'impression que la forme de Page One quand il se bat contre Sanji, c'est la forme parfaite en fait. Et quand t'arrives à avoir cette forme-là et que t'arrives à être réveillé dans cette forme-là, t'es vraiment invincible. Ça pourrait être pas mal d'avoir une forme... Mais j'en ai parlé, je crois aussi. J'avais parlé des 3 trucs, mais je sais plus ce que j'ai dit sur la forme middle, quoi. Mais franchement, ça pourrait être un truc assez incroyable de voir Kaido comme ça, quoi. Et justement, bah oui, ça avant de continuer, parce que j'ai sauté une ligne, le rire de Robin, ça c'est important aussi. Il y a Robin qui rigole elle est nerveuse par rapport à ce qui se passe avec Momonosuke et elle rit d'une certaine manière. Et en fait, le rire, on le sait, c'est quelque chose de très important pour Robin dans l'histoire de Jaguar d'Isaulo, quand il lui transmet son dere chichi, tu vois, c'est quelque chose qui l'a marqué dans son enfance. Et là, on voit qu'elle a ce tic, quand elle est nerveuse, quand elle est stressée, de rire quand même haut et fort, tu vois. Ouais. Bah, ça a vraiment ce côté, là, pour le coup, parce qu'on avait vu que c'était une pro de l'infiltration, Robin. On sait qu'elle est capable de s'infiltrer n'importe où, mais pas à ce point-là. Et quand tu la vois en train de rigoler à ce point, ça fout un peu les frissons. Moi, j'ai beaucoup aimé cette page, surtout la manière dont elle réagit. Ah, moi aussi, ouais, c'est une page magnifique. Il y a des doubles pages de ouf dans ce chapitre. Hein. Il y a vraiment des doubles pages de malade. Et on va passer, du coup, à un point que tu voulais aborder. Yama Waifu et Ace. Et principalement la Bible d'Oden aussi. La Bible d'Oden qui est très très importante. Donc moi je pense que cette Bible d'Oden, simplement, il y a une information capitale à l'intérieur. Information qui va, à mon avis, permettre d'aller vers le One Piece en fait. Est-ce que c'est pas justement la retranscription du dernier Road Poneglyph? Est-ce que c'est pas une astuce pour pouvoir aller de Roadstar jusqu'à Raftel? Je sais pas, mais en tout cas, cette information est certainement, je dis certainement parce que j'y crois vraiment beaucoup, une information de navigation qui va permettre donc au Sunny d'aller jusqu'au bout du voyage. Et je la vois mal rester sur Wa après avoir eu ça. Comme je disais, je la vois prendre le navire en mode comme Barbe Blanche, hein, comme avec Barbe Blanche et Oden, en mode j'ai envie de monter quand même. Et surtout, je la vois continuer l'instruction du petit Momonosuke, en fait.
parce que Momo n'a pas eu l'instruction d'Ekaozuki. Il ne sait pas lire les poneglyphes, par exemple, parce que son père n'a pas eu le temps de lui apprendre. Et moi, je vois bien, du coup, Momo monter en tant que mousse dans l'équipage, parce que, clairement, même si ça fait penser à l'empereur Pou, etc., il n'est pas prêt pour l'instant. Il n'est pas prêt à prendre le commandement de Wa, contrairement à sa sœur, à mon avis, qui l'est beaucoup plus, ou à Kinemon, qui aura beaucoup plus la tête sur les épaules en tant que conseiller, mais lui n'est pas encore vraiment mûr. Donc je le vois bien en tant que mousse sur cet équipage, et fatalement, Carotte l'a déjà fait, mais je la vois bien le refaire, une infiltration dans l'équipage des Mugiwara au moment où ils quittent Wa, et qui vivent la même chose du coup que l'équipage de Barbe Blanche quand ils ont découvert Inuarashi et Nekomamushi, c'est-à-dire en mode vraiment mais qu'est-ce que vous foutez là, tu vois. Et je disais que Pedro, je vous l'ai dit d'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir où je vous explique un peu comment je raisonne sur One Piece, mais Pedro pour moi n'est pas mort, et Pedro a encore son rôle à jouer dans l'équipage, mais pas que, il a aussi son rôle à jouer en tant qu'instructeur de Carotte, et donc c'est pour ça je pense que tous les deux vont rejoindre l'équipage en même temps, et je sais pas trop si je vois ça comme le dernier recrutement ou comme un grand recrutement avant l'assaut final, mais pareil, Marco, pour signer, pour finaliser le fait que Barbe Blanche ait légué son équipage à Luffy, Marco rejoindrait pour moi directement le navire. Alors ça veut pas dire qu'il serait là dès le début, parce que je le vois bien en tant que messager avec son fruit du démon, mais ça veut dire qu'au moment crucial, il pourrait intervenir, quoi. Bah, déjà, je vais revenir sur le journal d'Oden. Justement, c'est le problème du journal d'Oden, c'est est-ce que Luffy va s'en servir ou pas? C'est le dilemme de l'histoire, parce que Luffy a déjà refusé de relayer plusieurs informations sur le One Piece. Et justement, le journal de bord de comment il s'appelle, de Zeph, son journal de bord a été utilisé par Nami, même si Luffy ne voulait pas. C'est exact. Mais justement, comme je voulais le dire, c'est que la personne qui pourrait le plus se servir de ce journal, c'est Nami, puisque Nami c'est la navigatrice. Ou plutôt, il n'y a pas que Nami. Exactement. Et puis même, à chaque fois qu'ils ont eu une information pour les mener vers, par exemple, vers Paradise, hein, la carte de Grand Line que Baggy possédait, ça a toujours été Nami qui s'en est servi. C'est Nami qui s'en est servi, et quand ils arrivent au Cap des Jumeaux, c'est Nami qui prend le log pose à Crocus, quand il leur confie. Ouais. C'est Nami qui prend le log pose, c'est Nami qui prend... C'est Nami, de toute façon, comme je le dis, comme j'allais faire dans mes analyses, Nami c'est le véritable bras droit de Luffy en fait. En fait, Luffy il a deux bras droits. Il a le bras droit du combattant qui est Zoro, et l'autre bras droit c'est son cerveau, c'est Nami. Après, Zoro a quand même la tête froide sur certaines décisions. Sur certaines décisions, je pense à Usopp, je pense au fait d'aller sauver Sanji. Il a quand même la tête froide, et il sait que les priorités, c'est de faire de son capitaine le seigneur des pirates, quoi. Ouais, quand il s'agit de l'action, ouais, il est là, il est présent. Après, je pense que j'ai du mal à voir, pour le coup, Luffy se servir de ce journal. Mais d'ailleurs, il faudrait se poser cette question, qu'est-ce qu'il y a dans ce journal? Moi, je suis pas sûr qu'il y ait des informations sur le One Piece ou sur comment y aller. Non, pas sur le One Piece. Ah, sur comment y aller, par contre, je pense qu'il y a un truc, soit, comme je disais, la retranscription du dernier Road Poneglyph, ce qui serait intéressant en vrai, hein. Ce qui serait, je pense, le truc le plus intéressant, parce que nous dire directement comment y aller, Luffy veut pas, et voudra jamais. Il voudra jamais. Donc, si ce journal est mentionné, faut bien qu'il soit utile. Et le fait d'aller à la recherche d'un poneglyphe qui aurait sombré depuis des années, qui serait devenu inaccessible, c'est une aventure qui prendrait trop de temps. Donc je pense que si cette retranscription est déjà présente dans le journal, c'est bon, ils ont tout ce qu'il faut à la fin de cet arc, quoi. Mais moi, ce qui me fait douter, c'est que justement, mettre des informations sur ce journal-là, c'est beaucoup trop dangereux. Et vu que, en fait, on sait que les membres de l'équipage de Roger ont envie de protéger ce One Piece, et n'ont pas envie qu'il tombe dans de mauvaises mains. Après, je pense qu'ils savent que le One Piece ne peut être qu'utilisé que par Joy Boy, à mon avis, mais de mon point de vue, j'ai du mal à voir en fait le fait qu'ils disent en fait tiens, allez, prenez ces informations-là,
et que une autre personne mal intentionnée puisse tomber sur ce genre d'informations. D'ailleurs, quand tu le vois dans cet arc, Non, je pense que le journal, je pense que c'est un vrai héritage de la volonté du dé. Je pense qu'Oden savait exactement ce qu'il faisait et que sa volonté serait transmise avec lui en fait. Je pense que justement, comme ils ont été sur Raftel, ils connaissent les tenants de cette volonté et son fonctionnement. Et du coup, je pense que si le journal a été gardé et n'a pas été brûlé, c'est pour être transmis un jour, en fait. après, j'attends de voir l'information importante qu'il y a dans ce journal, vu que c'est Yamato qui le tease d'ailleurs. Ils disent il y a une info importante dans D'ailleurs, ce il y a journal. pas mal de trucs là. Quand il se bat contre Yamato, il continue à faire ses explosions là, Luffy, pendant le combat. Donc, je pense que il a largement développé son Ryuo. Hein. En mode. Parce que vraiment, à chaque coup, limite, il y a une explosion derrière lui. C'est un truc de fou, quoi. Bah, comme on l'avait dit, il avait déjà développé, mais il savait pas encore comment bien l'utiliser en fait. Enfin, il avait déjà l'idée. Après, c'est un génie du combat, tu vois. Ouais. Pour lui, c'est facile. Et là, on dirait vraiment qu'il y a des auras qui se diffusent un peu partout parce que c'est pas juste des explosions, genre un coup contre un mur et le mur éclate. Là, on voit limite du feu, tu vois, on voit des vraies explosions un peu de partout. Donc, un peu à la Dragon Ball et tout, ça commence à devenir assez puissant, j'ai l'impression. Quoi. C'est des combats titans qu'il va y avoir. Mais comme tu le vois, du coup, vu que tu parles des explosions, tu vois, c'est de la projection d'énergie. Et du coup, tu comprends un peu mieux le. Après, je sais pas si c'est lié au. Parce que on peut faire c'est difficile de faire la distinction. De plus en plus difficile de faire la distinction entre la projection du haki de l'armement et celui du haki des rois, tu sais, quand les deux hakis du roi rentrent en collision, où ça a des conséquences folles sur l'environnement, tu vois, où ça tranche le ciel et tout. Bah, en fait, je pense que le lien, au final, une fois que le haki de l'observation et de l'armement sont bien développés, le lien avec le haki des rois est à une frontière assez fine, tu vois, on les remarque pas. Parce qu'on sait que le haki des rois ne s'entraîne pas. Le haki de l'observation et le haki de l'armement, en les entraînant, tu développes ton haki des rois. Donc je pense qu'au final, tu vois, c'est comme si deux sources d'énergie venaient petit à petit se confronter l'une à l'autre. Et le haki des rois, ça va être le moment où les deux se touchent, tu vois, qu'il va être développé de malade. Et justement, je pense que c'est voulu ce fait qu'on nous montre qu'il y a une espèce de frontière très fine entre le développement d'un haki de l'armement et d'un haki des rois. Pour le coup, en plus, on le voit un peu avec... il y avait beaucoup de personnes qui se posaient la question, est-ce que Yamato a le pouvoir du haki des rois? Tu sais, quand t'as la one-shot un peu utile, il y a 2 semaines, ils disaient tous, putain, mais c'est du haki des rois, en fait. Ils avaient tous, et tu vois, on a tous été confus à ce niveau. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça ressemble... Alors que non, c'est juste de la projection du haki de J'ai l'impression que ça l'armement. ressemble à l'une des attaques de Oden, quoi. Ouais, voilà. J'ai l'impression que ça ressemble à l'une des attaques de Oden quand il se frotte à Roger, quand il se frotte, tu vois, le coup des éclairs, tout ça. Donc, non, ouais, je pense que c'est une espèce de mix des deux, mais il y a beaucoup d'acquis de l'armement dans son truc, je pense. Ouais, mais d'ailleurs, en fait, je pense, pour ma part, je pense que le haki de l'armement, au bout d'un moment, tu vois, il doit y avoir une sorte de spécialisation où ça joue véritablement sur ton environnement. Genre, t'en as un qui provoque des éclairs, t'en as un qui provoque du feu, t'en as un qui provoque, tu vois. Ouais, ben justement, Ryo avait fait une théorie sur le haki des éléments il y a des années de ça. Et en fait, c'est clairement ça. C'est plus il se développe. Moi, je pense par exemple au fait que de la friction que Luffy est capable d'utiliser pour faire du feu, ça aussi, ou de sa résistance au poison ou quoi, ça aussi, avec sa volonté et donc son haki, petit à petit, ça va devenir de plus en plus puissant tout ça. Il y a plein de trucs aussi, des petits détails, genre il y a un nouveau membre de l'équipage, enfin un nouveau membre, on voit en tout cas un membre qu'on connaît pas de l'équipage de Law, le timonier, qui a un masque qui m'a fait penser à Cavendish. On voit le nouveau bras de Nekomamushi qui est en mode mitraillette, quoi. Le mec c'est Barrett, c'est carrément devenu Barrett, quoi. Il s'est fait mettre ou Gotti, hein, parce que Gotti aussi a ce bras là. On a la cicatrice de Izo qu'il n'avait pas pendant Marineford, qui est assez intéressante. Et on a un truc qui est vraiment très important, c'est que Marco dit avoir vu une ombre dans la mer. Je pense qu'il va y avoir un gros combat entre Marco et Perospero. C'est fortement possible. Après, pour le coup, tel que je vois Perospero, je me dis,
c'est fortement possible que le mec il arrive à s'en sortir et puis arrive à glisser entre les mailles du filet. Je pense qu'il y a quelque chose qui va empêcher le fait de voir Marco à l'action tout de suite. Tu penses qu'il va quand même réussir à foutre le bordel? Ouais, je pense qu'il va réussir à foutre le bordel. Parce que clairement, hein, le bordel entre l'équipage de Big Mom et celui de Kaido, c'est clairement Perospero qui va le provoquer. Exactement. Mais tu vois déjà que... À cause de sa phrase où il dit que dans tous les cas, c'est l'équipage de Big Mom qui va l'emporter. Moi, je trouve ça un peu limite. Hein. Bah, tu sais, j'avais fait dans une de mes reviews d'un chapitre, j'avais mis l'idée qu'il y avait quelqu'un dans l'équipage de Kaido qui voulait faire en sorte que l'alliance ne soit pas possible en fait. Parce que tu sais, comme Big Mom le dit, quand il y a enfin, je pense que c'était un Omis qui a dit ça à Big Mom. Il dit ouais, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas vu ton équipage dans le port? Parce qu'ils ne montent pas par l'ascenseur, ils viennent par la cascade. Donc ça veut dire que l'équipage de Kaido ne l'a pas prévu. Et comme Kaido est un mec d'honneur, tu vois, j'imagine difficilement le mec en train de faire un plan tordu. Donc mais ça se voit est-ce que ce serait pas l'un des plans de Sword de X-Drake? C'est possible. Ce serait possible. Moi j'avais mis deux hypothèses, c'était soit X-Drake, DS Drake, soit c'était King. Pour moi c'était King. Parce que tu vois, King aussi, c'est un mec qui avance... Il est réticent, c'est vrai. King est réticent par rapport à Big Mom quand il lui dit ouais, tu veux pas venir sur mon île et tout, tu es le dernier de ton espèce, tu vois. Il le prend mal, on voit qu'il le prend mal ce truc là. Il le prend très mal. Et tu sais que King est un mec qui est juste hyper réfléchi et qui est pas du tout comme Kaido. Si tu regardes bien la dynamique entre les deux, tu vois Kaido et King, ils ont la même dynamique que Luffy et Zoro. Comme tu en as parlé, tu sais, en disant que Zoro c'est un mec qui a la tête froide. Et bah King aussi il est pareil. Et tu sais que quand Big Mom vient à Wano pour la guerre, Kaido il dit Kaido dit amenez-la, on va se battre. En fait, il est chaud pour se taper. En fait. Et King c'est lui qui va directement c'est King qui va directement au bateau pour la faire couler. Il dit on n'a pas le temps d'attendre en fait, on l'a fait tomber tout de suite. C'est un mec qui réfléchit, tu vois. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une vraie confiance de Kaido envers lui. Il lui donne des responsabilités que par exemple pour la réunion des Tobiropo, il lui donne des responsabilités qui incombent normalement au capitaine, tu vois. Exactement. C'est King qui dit, c'est King qui fait venir les équipages et qui dit si je vous avais pas dit que si je m'étais pas fait passer pour Kaido, vous seriez jamais venu en fait. Donc c'est un mec, j'ai du mal à voir comment lui il pourrait pas comploter contre Big Mom de son côté. Et du coup, ce serait intéressant de voir que Perospero, qui est justement la tête pensante de l'équipage de Big Mom, et King, qui est la tête pensante de l'équipage de Kaido, tous les deux complotent et que du coup ça part en couille à cause de ces deux-là. C'est exactement ce que j'allais dire, mais ouais, c'est parfait, ça serait parfait comme scénario. Mais du coup, deux derniers points avant de finir la vidéo. On a une image où on nous dit ouais, c'est le Pandémonium. Donc Pandémonium, pour ceux qui connaissent pas. Dante, c'est la capitale des enfers. Il dit c'est le Pandémonium et on voit Fukuro Kujo, les calamités, les trois, Kaido et Orochi, donc toutes les têtes à abattre qui sont sur le balcon. Et là t'as Kaido qui parle d'un nouvel Onigashima. Donc est-ce que c'est un nouvel Onigashima parce qu'il y a eu une information qu'on n'a pas eue, etc. Ou au contraire, je vais reprendre l'idée que Croc a eue il y a quelques semaines. Est-ce que c'est pas justement l'idée d'un mariage entre Yamato et pourquoi pas Katakuri, parce que justement la plus grande tête de l'équipage de Big Mom c'est lui. Est-ce que ça serait pas un truc un peu comme ça qui serait sur le point de se préparer? Ce serait très drôle. Enfin, ce serait très drôle. Enfin, je dis pas. En fait, ce serait très drôle dans un sens. Enfin, je vais parce que c'est une théorie un peu délirium, parce que ça n'a jamais été prouvé. Mais en fait, si Yamato et Katakuri se marient, alors que, il y a une possibilité que Katakuri, tu vois, ne soit pas forcément... Il y a une possibilité que Katakuri soit un peu le fils de Kaido. Ce serait un putain d'inceste, en fait. Ouais, c'est... Ouais, non, mais justement, si ce n'est pas le cas, si Katakuri n'est pas le fils de Kaido... Mais si ce n'est pas le cas... Si on s'est tous trompés dès le début, parce que moi aussi j'y croyais à ce truc, si on s'est trompé dès le début et que Big Mom, justement, Big Mom est habitué à marier ses enfants de force, hein, et à s'en servir pour faire des alliances. Est-ce que c'est pas son idée cette fois de
faire marier Perospero ou Katakuri, donc ses deux aînés, quoi, l'un de ses deux aînés, avec Yamato. Moi, j'y crois forcément. J'y crois fortement au mariage. Il y a deux choses auxquelles je crois dans l'annonce de Kaido. Il y a deux choses. C'est soit le mariage, soit la succession. J'imagine mal autre chose. Donc, que ce soit un mariage... En fait, je pensais à la succession. Je pensais à la succession, mais quand on voit le comportement de Yamato, elle a pas très envie de succéder à son père. Pas du tout. Tu vois vraiment qu'elle a pas envie. Elle a pas envie. Et même ouais, clairement. C'est... Ouais. Elle méprise son père carrément. Bah, elle méprise son daron, et puis surtout, t'as l'impression que de son côté, tu vois que c'est pas très rose en fait. Ouais, clairement. Donc, tu sens peut-être un peu de déception, et ça pourrait expliquer un peu la relation qu'il a avec Momonosuke, parce qu'il se disait peut-être que lui, il fallait de voir un fils, tu vois, un vrai garçon qui honore son père, ça aurait été intéressant, vu que lui, il n'a pas d'enfant qui l'honore de son côté. Donc du coup, la succession, ça paraît un peu compliqué, mais bon, la succession, ça pourrait apporter quelque chose au niveau de la trahison des Tobiropo. Peut-être une possible trahison des Tobiropo, si on leur disait, ouais, mais en fait, le boss, c'est plus moi, c'est Yamato. Comment il réagirait? Mais d'ailleurs, tu viens de me faire penser à un truc, c'est que ça serait trop intéressant d'avoir une rencontre entre un Okama. Alors, je dis pas forcément Ivankov, parce qu'elle est très occupée avec ce qui se passe là, mais entre un Okama et Yamato. Parce que clairement, elle a pas le désir de changer de sexe, mais un peu, elle s'identifie à un garçon. Et on a les Okama de Newcomerland qui sont... on sait pas si c'était des garçons ou des filles avant, tu vois. Mm-hmm. Et ce délire-là, franchement, je trouve que ça pourrait donner... ça vient de me venir comme ça, mais tu sais, Bonne Clé remplace Ivankov à Impel Down. Donc ça pourrait donner une rencontre pas mal en fait, si jamais il y a un grand événement qui a lieu à Impel Down qui fait qu'il y a une nouvelle, comme je le disais, un Impel Down 4, donc une quatrième grande évasion de masse de la prison, et que Bonne Clé, on le sait, très proche de Luffy, ça serait pas mal d'avoir une rencontre entre ces deux personnages. J'adorais voir ça. Surtout, mais rien que moi j'attends aussi la rencontre entre Yamato et Sanji. Ah oui, c'est vrai, ça va être énorme. Qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, il y a un truc, bon c'était que dans l'animé, mais dans Pokémon, il y a un moment où t'as Jessie de la Team Rocket qui se déguise en infirmière Joël. Et donc Pierre, le grand pervers, va pour lui prendre la main et pour la draguer, mais il a une sensation bizarre, il arrive pas à la draguer, tu vois. Et est-ce que ça serait pas un truc comme ça qu'on nous prépare? Ce serait tellement énorme, parce que là, en plus, là, tu vois vraiment que le thème un peu genderqueer de l'arc, en fait, parce qu'il y en a plusieurs. T'as Queen d'un côté, t'as Yamato de l'autre, parce que t'as Queen qui n'est pas très définie, Otoko. T'as Yamato Otoko qui se aussi. définit en tant que mec, et t'as Okiku qui se définit en tant que femme. Et t'as Otoko qui s'appelle garçon, mais qui est une fille. Exactement. Donc du coup, pour Sanji, ça va être un arc, mais où il sera perturbé. Et rien que moi, j'avais mis l'idée un peu délirium, un peu, à l'époque où je m'étais dit, en fait, Sanji, il a peut-être une technique de combat caché, parce que je m'imaginais combattre contre Queen. Et je me disais, quand Sanji, il a peut-être une technique de combat caché, genre, il maîtrise le Okama. J'en ai parlé aussi. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord sur ça. Parce que je pense il a honte de s'en servir. Mais pendant 2 ans, il n'est pas resté sans l'apprendre, c'est impossible. Il a honte, ouais. C'est obligé qu'il a le Wakama Kenpo, mais qu'il peut pas le faire en public. Et justement, vu que maintenant il est devenu invisible, tu sais, ça peut être intéressant s'il le ressort. Ah oui, c'est vrai. Et puis, est-ce que t'as suivi Bleach ou pas? Ouais, j'ai suivi, ouais. Alors, tu te rappelles de Yumichika de la 11e division, qui est le pote de Ikaku, le chauve. Il a un Shikai qu'il n'ose pas utiliser. Parce que c'est une honte à la 11e justement, division. sa division sont... De quoi? Parce que c'est une honte à la 11e division qui met en avant... C'est exactement ça. C'est ça, et son Shikai, c'est du Kido, en fait. C'est de l'absorption de Reiatsu. Et en fait, justement, Sanji, ça serait trop bien, en fait, que ça fasse la même chose. Que justement, en fait, Yumichika peut utiliser, je crois 2 fois dans l'œuvre, il utilise son Shikai parce que personne ne peut le voir. À un moment, c'est parce qu'il y a un Arrancar qui fait une espèce de fleur où il est enfermé dans une ombre totale. Et avant, je sais plus, je crois que c'est contre Ganju ou un truc comme ça.
où il l'utilise encore. Et justement, le fait qu'il utilise une technique ultra puissante quand personne ne peut le voir parce que ça fait honte à sa division, ou en tout cas à son honneur, ça serait incroyable pour Sanji. Ah, ce serait énorme. Moi, j'attends de le voir, mais j'attends qu'il se batte contre Queen pour le coup, pour voir ça. Après, je sais pas. Je sais pas si Oda mettra ça en œuvre, mais ce serait cool. Parce que tu peux pas dire que genre le mec il est passé sur une île, tu peux pas être sur 2 îles et dire que tu es revenu avec genre 99 recettes magiques. À quoi ça va te servir en fait? C'est vrai, c'est vrai. Puis ça remontrait un peu la force de Sanji. Déjà le Red Switch, je pense que ça va bien nous remonter Sanji dans les sondages. Mais le fait de voir qu'en réalité il se retient et il ne peut simplement pas utiliser sa force parce que ça lui fait honte. C'est énorme. J'adore. Ça le remontrait clairement, quoi. Bah oui. En tout cas, voilà, ça a été un gros... un petit chapitre, mais avec beaucoup d'informations. Et moi, je l'ai bien kiffé. Maintenant qu'on en reparle, ouais, il y a beaucoup de trucs à dire. En fait, c'est les chapitres comme ça où il y a le plus d'informations. C'est ceux où on dirait qu'il n'y a rien, tu vois. Et c'est là où, en réalité, c'est une mine, le truc, quoi. En tout cas, merci d'avoir été présent dans ce podcast. Donc Baron Samedi, vous retrouverez sa chaîne en description. Il fait des théories, des analyses plutôt qui sont vraiment impressionnantes sur One Piece. D'ailleurs, je t'avais mis un commentaire 2 fois, je crois. Il y a eu un truc où tu m'avais mentionné dessus. Oui. Où tu parlais de dragon, tout ça. Et franchement, n'hésitez pas à aller. Je mettrai pareil je mettrai 1 ou 2 vidéos en description qui m'ont marqué de sa chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci à toi, comme je disais, d'avoir participé du coup. On va vous dire bzz les abeilles. Moi, pareil, je mettrai en description le Insta comme d'habitude, peut-être le Twitch. Je sais pas, on verra selon la flemme. Et comme d'habitude, quoi. Donc bzz les abeilles et à très vite. Moi, je vous dis à la revoyure sur Grand Line. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...